Après un peu plus de 2 ans de vie et de résidence dans ce pays, il y a toujours des choses aujourd'hui que je trouve incroyables, des anecdotes de faits que je trouve complètement what the fuck. Si vous ne connaissez rien à ce pays, je vous présente aujourd'hui 10 faits et anecdotes insoupçonnés sur la Suisse. Donc, si vous ne connaissez rien à ce pays qu'est la Suisse, cette vidéo est faite pour vous. Mettez-vous à l'aise et surtout, restez bien jusqu'au bout car je suis convaincu que de nombreuses de ces anecdotes, de nombreux de ces faits vont vous surprendre, notamment la 7e. Donc, restez bien jusqu'au bout, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez-vous une petite boisson, de quoi grignoter et c'est parti! Première anecdote, les langues. Le suisse allemand est parlé dans 62% du pays. Oui, vous l'avez bien entendu. Les 2/3 du pays est composé de régions, de villes, de cantons dans lesquels on va parler le suisse allemand. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent rien à la Suisse, vous devez sans doute vous dire qu'est-ce qu'est le suisse allemand. Le suisse allemand est, si vous voulez pour le faire simple, pour résumer, est un dialecte qui va être parlé en Suisse, un dialecte qui va découler de l'allemand. Donc c'est donc une langue, on va dire locale, qu'on parle uniquement en Suisse et dans aucun autre pays dans le monde, qui va en fait découler de l'allemand. On va parler cette langue dans les cantons de Suisse allemande, que sont par exemple le canton de Zurich, le canton de Berne, avec des villes comme Berne ou encore Bâle, etc. On parle aussi cette langue dans la ville de Zug. Alors, le suisse allemand est une langue un peu spécifique. De ce que j'ai cru comprendre en côtoyant un peu des Suisses allemands, j'ai cru comprendre que c'est une langue qui va en fait s'écrire différemment, qui va se parler différemment tout d'abord dans les différentes villes dans lesquelles elle va être parlée. Donc, le suisse allemand de Zurich va être différent du suisse allemand de Bâle, qui va être différent du suisse allemand de Berne, qui va lui-même être différent du suisse allemand de Zug. Ça va être différent dans la manière de parler, dans la manière de l'écrire. En ce qui concerne l'écriture, j'ai cru comprendre également que c'est une langue qui va être phonétique. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'orthographe suisse-allemand établie. Chacun l'écrit, quand je dis chacun, ce n'est pas chaque individu, mais dans chaque partie du pays dans laquelle on va parler le suisse-allemand, chaque partie va un peu avoir ses spécificités, sa manière d'écrire le suisse-allemand, etc. Autre anecdote, il faut savoir que même si dans Suisse allemand, il y a allemand, et même si en général les Suisses allemands et les Allemands peuvent plus ou moins se comprendre, il y a énormément d'Allemands qui ont du mal à comprendre le suisse allemand, notamment les Allemands qui vivent à Zurich ou qui ont passé une partie de leur vie à Zurich. Ils vont peut-être au fil des années être capables de comprendre le suisse allemand de Zurich, mais lorsqu'ils vont aller par exemple à Berne, ils vont avoir quelques difficultés à comprendre le suisse allemand de Berne ou encore le suisse allemand de Bâle parce que c'est légèrement différent de ce qu'on va trouver à Zurich. Tout ça pour dire que parler allemand ne veut pas systématiquement dire que vous allez aussi parler le suisse allemand, car c'est très compliqué de comprendre et de parler le suisse allemand. J'ai d'ailleurs essayé de m'exercer à certains mots et j'ai cru comprendre que pour parler suisse allemand, c'est une langue qui va être très gutturale. Il va y avoir beaucoup de mots en fait qui vont se jouer là au niveau de la gorge, au niveau de la trachée. Donc ça va être beaucoup de mots qui vont être un peu... Désolé si je le fais un peu de manière caricaturale, mais moi c'est vraiment une langue que jusqu'à aujourd'hui j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne, comment elle se construit, etc. Et moi ce qui me fascine, c'est en fait de savoir comment ils font pour se comprendre. En fait, comment ils font pour parler à la fois une langue qui est la même, le suisse allemand, mais qui est à la fois différente dans chacune des villes. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve vraiment que la Suisse est un pays exceptionnel, parce qu'en fait, ils arrivent à vivre ensemble, à se comprendre, tout en parlant des langues qui sont similaires, mais à la fois différentes. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui relève vraiment de la science-fiction. Deuxième anecdote, le prix des péages, le prix de l'autoroute en Suisse. En Suisse, l'autoroute coûte la modique somme de 40 francs à l'année. Oui, vous l'avez bien entendu, 40 francs à l'année. Je répète 2 fois le prix pour en fait vous ayez le temps d'intellectualiser la chose. Parce que notamment pour les Français qui vivent en France ou pour les personnes qui ont déjà pris l'autoroute en France, je pense que vous savez à quel point on se fait racketter sur l'autoroute en France. Là où en Suisse, c'est uniquement 40 francs. Donc, comment ça se passe en Suisse? En Suisse, vous allez payer une vignette qui ressemble à ça, qui va vous coûter 40 francs à l'année. En fait, cette vignette va vous donner un accès
illimité à l'autoroute dans l'entièreté du pays, dans l'entièreté de la Suisse, pendant une durée d'1 an. Alors quand on dit 1 an, qu'on se comprenne bien, on parle ici d'une année civile qui veut dire du 1er janvier au 31 décembre. Il est en fait intéressant d'acheter cette vignette le plus tôt possible dans l'année, car comme je l'ai dit, la vignette est valable pendant une année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc pour pouvoir tirer un maximum de bénéfices de l'usage de cette vignette, il faut l'acheter le plus tôt possible pour qu'elle soit valable le plus longtemps possible. Je prends un exemple. Si vous achetez cette vignette, par exemple, au 15 novembre, et ben cette vignette elle ne sera valable uniquement du 15 novembre au 31 décembre de la même année. C'est pour ça qu'en fait, il est intéressant d'acheter cette vignette en début d'année ou même en fin de l'année d'avant. Par exemple, là, nous sommes en 2024. Pour les vignettes de 2025, il faudra commencer à l'acheter en décembre 2024. Comme ça, dès le 1er janvier 2025, vous allez accoler votre vignette sur votre pare-brise de voiture, sur votre moto ou sur whatever ce que vous avez comme véhicule pour pouvoir en faire l'usage le plus long possible. Alors, c'est vrai que moi, en arrivant en Suisse, quand on m'a dit que l'autoroute coûtait uniquement 40 francs, enfin, en même temps, je le savais avant parce que depuis que je suis petit, je voyage un peu en Suisse. Et en fait, quand j'ai découvert le prix de l'autoroute en Suisse, je me suis dit, en fait, c'est où les Suisses sont très bêtes de mettre l'autoroute à un prix aussi dérisoire. Ou alors, les Français sont très cons d'accepter depuis des décennies de se faire torpiller, de se faire racketter à ce point sur l'autoroute. Car évidemment, les personnes qui vivent en France, vous savez à quel point l'autoroute est chère en France. Je pense que si vous faites, par exemple, on va prendre un trajet extrême, par exemple Paris-Marseille, en autoroute sur la route, je pense que ça va vous coûter à minima 100 ou 150 € juste pour faire le trajet. Là où en Suisse, vous allez payer 40 francs une fois dans l'année et vous allez avoir un accès complètement illimité à toutes les autoroutes du pays. Donc rien que pour ça, God bless la Suisse, Dieu bénisse la Suisse. Pour le dire en italien, God benissa la Svizzera. Comment on dit en romance, je ne sais pas. Comment on dit en suisse allemand? Non, je plaisante. Ça, c'est juste incroyable. 40 francs l'autoroute, c'est incroyable, c'est mortel. Troisième anecdote, c'est parti. Troisième anecdote, les sacs poubelles. Les sacs poubelles en Suisse coûtent une blinde. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Mais pourquoi ça coûte cher? Ça coûte cher parce qu'en fait, la Suisse applique une taxe sur les sacs poubelles. Le principe ici est d'appliquer ce qu'on appelle la politique du pollueur-payeur. Le principe est simple. Plus vous allez polluer, plus vous allez avoir de déchets et plus vous allez payer. L'objectif en fait de la Confédération helvétique, de la Suisse, est en fait d'inciter les gens à réduire leurs déchets et de s'orienter vers plutôt une politique de recyclage. Ce qui notamment veut dire qu'on va encourager les gens à réutiliser tout ce qui peut être réutilisé. Grâce à cette politique, la Suisse est en fait un des leaders mondiaux du tri du déchet et du recyclage. Après, quand je dis que c'est cher, évidemment, c'est beaucoup plus cher en termes de, je parle de sacs poubelles, beaucoup plus cher que ce qu'on va trouver dans les pays voisins en Europe, mais le prix n'est pas uniforme, le prix n'est pas le même dans toute la Suisse. Le prix va varier d'un canton à un autre. Par exemple, dans le canton de Soleure ou Solothurn dans lequel j'habite, le pack de 10 sacs poubelles de 35 litres chacun va coûter 19 francs, soit un peu plus de 20 €, ce qui est rapporté en euros, fait à l'unité 2 € le sac. 2 € le sac, je pense que pour les Français qui nous regardent, en tout cas les personnes qui vivent en Suisse, je pense que quand vous allez à Carrefour, vous avez le sac, le pack de plusieurs sacs poubelles à peut-être 4 ou 5 €. Donc maintenant, imaginez que vous viviez dans un pays dans lequel vous payez en moyenne 2 € par sac poubelle. C'est juste incroyable. Alors, tout est relatif parce qu'en fait, si vous êtes plutôt une personne qui va être tournée vers l'écologie, qui va être tournée vers le recyclage des déchets, vous allez trouver que c'est une bonne politique parce que, comme je l'ai dit, l'objectif n'est pas de faire payer aux personnes les sacs poubelles chers. L'objectif est de encourager les personnes à réduire leurs déchets et à réutiliser tout ce qui peut être réutilisé et donc à plutôt aller vers le tri du déchet et le recyclage, ce qui, dans le fond, peut être très bien. Ceci étant dit, ça n'empêche que les sacs poubelles restent très chers. Parce que payer un pack de 10 sacs poubelles à 19 francs, c'est juste
excessivement cher. En tout cas, pour moi qui n'ai pas grandi en Suisse, pour moi qui n'ai pas toujours vécu en Suisse, qui ai vécu dans un autre pays, je trouve ça excessivement cher, mes amis suisses. Donc, avec, s'il vous plaît, un jour, essayez de réduire un peu le prix de ça parce que c'est pas normal de payer des sacs poubelles aussi chers. C'est pas normal. Quatrième anecdote, c'est parti. Quatrième anecdote, en Suisse, on paye une taxe sur les plaques d'immatriculation de véhicules chaque année. Donc, en Suisse, lorsque vous avez un véhicule, donc ça peut être un 4 roues ou en 2 roues, type moto, scooter, vous avez l'obligation de vous acquitter d'une taxe chaque année. Cette taxe s'appelle la taxe de circulation ou la taxe sur la circulation. Quel est l'objectif de cette taxe? L'objectif de cette taxe est en fait de financer l'entretien des routes ou encore de financer toutes les politiques liées à la prévention routière. Alors, quand on n'a pas forcément grandi en Suisse, ou en tout cas lorsqu'on arrive en Suisse pour les premières années, ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas vraiment. Je me souviens encore de la première fois que j'ai reçu ma première année, donc la première fois que j'ai reçu cette facture écrite en allemand avec un QR code, avec tout en bas un montant de 300 francs à payer. Moi, en bon français que je suis, le premier réflexe a été évidemment de vouloir contester. Donc, je me suis rendu sur DeepL, j'ai écrit une petite lettre en allemand que j'ai envoyée à l'office de circulation routière de mon canton pour leur demander « Bonjour monsieur, bonjour madame, ça fait quelques mois que j'habite ici, on me demande déjà de payer une taxe de circulation, je ne comprends pas pourquoi je dois payer ça. » Et donc, très pédagogue, ils m'ont expliqué en fait à quoi servait cette taxe, pourquoi je devais la payer, etc. etc., etc. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr de comprendre en fait à quoi sert cette taxe, même si je sais que c'est pour entretenir les routes, etc. Mais pour moi, on entretient les routes en fait avec les impôts. Parce qu'en fait, venant de France, en France, tu payes ta plaque quand tu fais ta carte grise, etc. Mais tu n'as pas une taxe à payer chaque année sur ta plaque d'immatriculation. Enfin, ça me paraît un peu bizarre. Alors, ça fait partie comme ça des impôts, des taxes qu'on a un peu du mal à comprendre lorsqu'on vit en Suisse. En tout cas, lorsqu'on n'a pas grandi en Suisse. Parce que quand vous grandissez en Suisse, vous êtes habitué à payer toutes ces taxes qui, par moments, peuvent être incompréhensibles. Mais en n'ayant pas grandi en Suisse, en arrivant en Suisse à l'âge adulte, il y a pas mal de taxes comme ça, de choses qu'on vous demande de payer. Par moment, vous vous dites, mais ça sert à quoi de payer ça en fait? À quoi sert ces taxes? Vous avez toujours un truc nouveau qui arrive. Voilà, toujours des trucs à payer. C'était la quatrième anecdote, on passe à la cinquième. Cinquième anecdote, les Suisses refusent de prendre des vacances. Les Suisses ne veulent pas avoir une semaine de vacances supplémentaires. Allez dire ça à nos voisins français. Les Suisses ont voté en 2012 contre une proposition de loi, plutôt il y a un référendum a été mis en place en 2012 proposant aux Suisses la possibilité d'adopter une 6e semaine de congés payés et les Suisses ont massivement rejeté la réforme. Donc le non l'a emporté à hauteur de 65%. Donc les Suisses ont dit non, nous ne voulons pas avoir une 6e semaine de congés payés. Alors en étant français, en fait mon cerveau a un peu du mal à comprendre pourquoi des personnes votent sciemment en connaissance de cause contre le fait d'avoir une semaine de plus à ne rien glander dans l'année, contre le fait de ne pas travailler. Mais là, erreur mon ami, erreur. C'est là que nous Français sommes dans l'erreur parce que la culture du travail est complètement différente en Suisse. Ici, c'est vraiment next level parce que les personnes en fait ici sont vraiment très focus sur leur travail et ont vraiment très conscience de l'impact de leur travail dans la société. Le plus surprenant, au-delà du refus, c'est vraiment de creuser les raisons de ce refus. Et une des raisons qui revenait le plus, en fait, pour justifier ce refus, c'est qu'en fait, les Suisses, dans la majorité d'entre eux, en tout cas les personnes qui ont voté non, ont fait un bilan coût-avantage et ont pris conscience que le fait d'avoir une semaine de congé en plus dans l'année allait avoir un certain coût dans les finances du pays. Mais face à cela, ils n'étaient pas sûrs en fait du gain potentiel en termes de bien-être que cela aurait au niveau des travailleurs. Parce que évidemment, un des arguments qui était le plus mis en avant par les partisans du oui était que cette 6e semaine de congé en plus dans l'année allait apporter un plus, allait être un booster en termes de bien-être au niveau des salariés. Et donc les Suisses, en adultes vaccinés et responsables, ont dit non, nous ne voulons pas être comme les Français, nous ne voulons pas aller en vacances, nous voulons travailler. Et ça, mon ami, c'est juste exceptionnel. C'est là que tu comprends que la Suisse est vraiment un pays à part. Sixième anecdote. Sixième anecdote, les gars, en Suisse, il faut payer un ticket de transport lorsque vous voyagez avec votre animal de
compagnie. Il y a même des abonnements qui existent. C'est pas une blague, les mecs. Donc, lorsque vous voyagez avec votre chien ou votre chat, il faut lui payer un ticket de transport. Donc, votre chien, votre chat peut être considéré comme fraudeur. Il peut avoir une amende, il peut aller en garde à vue avec des menottes. C'est pas une blague, les mecs. Donc, vraiment, vu le prix des transports en Suisse, ça fait y réfléchir à 2 fois avant de voyager avec son animal de compagnie. Un des arguments avancés pour justifier, je dirais, ce comportement, ce fait, est le fait de réguler en fait le nombre d'animaux dans les transports en commun et assurer un confort maximum pour l'ensemble des voyageurs. Parce qu'évidemment, certains voyageurs peuvent être effrayés des animaux. Dans certains cas, les animaux peuvent dégager une certaine odeur, etc., etc. Alors, ça, c'est très intéressant si on essaie de creuser un peu plus loin parce que ça donne vraiment un aperçu de comment fonctionne la Suisse en termes d'incitation des comportements. Alors, en Suisse, lorsque la Confédération veut pousser, inciter à un certain comportement, lorsqu'on veut pousser les résidents, les citoyens à adopter un certain comportement, on va tout de suite, la première chose va être de mettre en place une incitation, une carotte financière. Donc, on va en fait dire aux personnes, il faut adopter tel comportement, il faut payer tel type de taxe, il faut faire tel type de choses. Si vous ne le faites pas, amende. Et les amendes sont tout de suite très salées. Donc, en Suisse, en fait, pour pousser les personnes à avoir un certain comportement, on va tout de suite mettre l'incitation financière. Là, c'est très différent des pays voisins, notamment de la France, dans lequel on va plutôt avoir une philosophie sociale. On va essayer d'éduquer les gens, on va faire premier rappel, deuxième rappel, on va expliquer aux gens pendant 10 ans pourquoi c'est bien de faire ça, pourquoi c'est mal de faire ça. En Suisse, on ne parle même pas avec toi, on te dit tu fais ça, tu n'es pas content, on te casse la bouche avec une amende et on n'en parle plus. Septième anecdote, alors celle-là, elle va vous mettre sur le cul, j'en suis sûr et certain. La Suisse est le 3e pays le plus armé au monde, ou plutôt la Suisse est le 3e pays avec le taux d'armes en circulation par habitant le plus élevé au monde, derrière les États-Unis et le Yémen. Alors, c'est assez paradoxal pour un pays qui est plutôt réputé pour son calme, son bien-être, sa tranquillité de vie, d'être le 3e pays au monde avec le taux d'armes en circulation le plus élevé par habitant. Les mecs, il y a plus d'armes en circulation en Suisse qu'en Irak, si on rapporte ça au nombre d'habitants. C'est juste incroyable. Alors, toute proportion gardée, le fait d'avoir beaucoup d'armes en circulation, comme c'est le cas en Suisse, ne veut pas dire qu'on va trouver un taux d'homicide très élevé, car le taux d'homicide en Suisse est très bas, parmi un des plus bas en Europe et au monde. Les cas de décès par arme à feu lorsqu'ils surviennent en Suisse sont très souvent liés à des suicides. Donc, il y a évidemment des décès par arme à feu, mais c'est très souvent lié à des suicides. Ce n'est pas des personnes qui font des tueries de masse, comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple. Alors, à quoi est dû ce taux d'armes en circulation très élevé? 2 principaux facteurs, la tradition militaire et la culture des armes à feu. La tradition militaire. En Suisse, le service militaire est encore obligatoire pour les hommes et dans la majorité des cas, les hommes conservent leurs armes de service à la maison. Donc, si vous vous rendez en Suisse, notamment le week-end, et que vous prenez le train, il y a de très fortes chances que vous croisiez des jeunes hommes en tenue militaire et bien souvent avec leurs armes sur le dos qui se baladent ou pour se rendre sur leur lieu de formation ou pour se rendre chez eux en fin de formation. Donc, lorsqu'on n'est pas habitué à ça, lorsqu'on vient en Suisse pour la première fois et qu'on croise ça, ça peut paraître très surprenant, surtout si on vient d'un pays dans lequel en fait on n'a pas l'habitude de voir des personnes prendre le train en tenue militaire avec des armes à feu sur le dos. Ça peut paraître très choquant, mais en Suisse, c'est complètement normal. Le deuxième facteur expliquant le fait qu'il y ait beaucoup d'armes en circulation en Suisse va être la culture du tir et la culture des armes à feu. Alors, qu'est-ce que la culture du tir et des armes à feu? C'est tout simplement le fait qu'en Suisse, il va y avoir de nombreuses personnes qui vont pratiquer ou le tir sportif ou la chasse, ce qui va donc expliquer le fait que ces personnes vont avoir besoin d'accéder à des armes pour pratiquer leur hobby, pratiquer leur activité. C'est la deuxième raison principale expliquant ce taux élevé d'armes en circulation en Suisse. Alors, cette 7e anecdote, pour moi, est vraiment la plus what the fuck. Parce que quand on vient en Suisse, on va penser argent, on va penser calme, on va penser nature, mais à aucun moment, on pense armes à feu. Les mecs, il y a plus d'armes en circulation en Suisse qu'en Irak. Rendez-vous compte. 8e anecdote. 8e anecdote, en Suisse, il est strictement interdit de détenir seulement un seul animal de compagnie lorsqu'il s'agit de certaines races.
La législation suisse est très stricte en matière d'animaux de compagnie, lorsqu'il s'agit notamment de sociabilisation de ces animaux, lorsqu'il va s'agir de manière plus précise de races d'animaux dites sociales. Alors pour ces races sociales, les autorités ont, c'est l'argument qui est avancé, les autorités ont en fait, je dirais, à cœur le bien-être de ces animaux, et pour ces races sociales, on a peur qu'elles souffrent d'ennui du fait d'être seules. Donc il est strictement interdit de tenir un seul exemplaire, si je peux l'appeler comme ça, d'une de ces races d'animaux. C'est le cas par exemple des perroquets. Si vous habitez en Suisse ou si vous souhaitez habiter en Suisse et que vous avez un perroquet, préparez-vous, soyez prêts à acheter un deuxième perroquet car vous aurez des soucis avec les autorités si vous avez seulement un seul perroquet. L'objectif ici est de détenir, de garder ces animaux en paire, c'est-à-dire minimum 2, 4 ou 6. Idéalement, il faut les garder en groupe, mais vous devez en avoir au moins 2 pour qu'ils puissent sociabiliser ensemble, pour qu'ils puissent boire des cafés, pour qu'ils puissent aller fumer des clopes ensemble, faire des joggings, etc. C'est la loi suisse qui le demande. Donc les amis, attention, attention, si vous avez un animal de compagnie et que vous souhaitez vivre ou aménager en Suisse, renseignez-vous de manière très précise sur les attentes sur ces races d'animaux, quelles sont les conditions de détention, etc., etc. Parce que sinon, vous allez finir en GAV avec les autres animaux qui ont fraudé dans les transports en commun. 9e anecdote, c'est parti. On s'approche de la fin, les mecs. On s'approche de la fin. 9e anecdote, c'est ça, hein? 9e anecdote. En Suisse, il n'existe pas de permis à points. Il n'existe pas de permis de conduire à points. Pour celles et ceux qui ont le permis de conduire dans un pays européen, ça peut être la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Vous vivez dans un pays dans lequel votre permis de conduire a un certain nombre de points. En France, c'est 12 points. Mais en Suisse, ça n'existe pas. En Suisse, vous avez simplement votre permis de conduire et c'est tout. Alors, comment ça fonctionne? En fait, en Suisse, lorsque vous allez faire une infraction au code de la route, une excès de vitesse, vous allez recevoir une amende dans le meilleur des cas, même si ces amendes peuvent être très salées. On parle là de plusieurs centaines de francs suivant je dirais la gravité de l'excès de vitesse, ou vous risquez également une suspension temporaire ou définitive de votre permis de conduire. Alors, quel est le reasoning, comme disent les Anglais? Quel est le raisonnement derrière? En fait, les autorités suisses considèrent que le panel de sanctions est déjà suffisamment large, suffisamment conséquent et consistant, qu'ils n'ont pas en fait besoin d'ajouter derrière un système de points sur le permis de conduire. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de points sur le permis de conduire en Suisse ne veut pas forcément dire que ce soit plus avantageux d'avoir un permis suisse par rapport à un permis français ou un permis anglais. Pourquoi? Parce que les amendes, comme je l'ai dit, peuvent être très salées. Et lorsque, par exemple, vous avez fait un excès de vitesse qui va au-dessus d'un certain niveau, je crois que c'est au-dessus de 20 km/h, là, votre cas passe devant un juge et c'est en fait le juge qui va trancher, qui va décider si vous méritez une amende encore plus salée que la normale ou alors si vous méritez tout simplement un retrait temporaire ou définitif de votre permis de conduire. Là, à nouveau, la Suisse se démarque de ses voisins européens car dans la plupart des pays voisins comme la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, etc., tous ces pays offrent un système à points. Et lorsque vous venez d'un de ces pays, lorsque vous êtes par exemple de nationalité française, italienne, allemande et que vous vous installez en Suisse et que vous devenez résident suisse, vous avez un an pour faire votre changement de permis. Donc vous avez un an pour vous rendre auprès des autorités suisses pour pouvoir faire la demande pour recevoir un permis suisse. Et lorsque votre permis suisse vous sera délivré, les autorités suisses vont retirer votre permis d'origine. Pourquoi? Parce que évidemment, ils veulent s'assurer que vous ne jouiez pas sur les deux tableaux. Par exemple, que vous ne jouiez pas en France avec un permis français et en Suisse avec un permis suisse. C'est pour éviter que des petits malins comme toi qui me regardent essaient de gruger en jouant sur les deux tableaux. Donc, ça, quand vous arrivez, changement de permis, vous perdez votre permis français et on vous donne un permis suisse. Mais évidemment, il existe une astuce que je tairai ici pour pouvoir conserver à la fois son permis français et son permis suisse. Mais j'en dis pas plus. Je dirais uniquement aux personnes qui le méritent. 10e anecdote pour finir cette vidéo stratosphérique. 10e anecdote, les gars, c'est parti. 10e anecdote et celle-là va également vous mettre sur le cul, les mecs, j'en suis sûr et certain. 10e anecdote, chaque immeuble d'habitation en Suisse dispose d'un abri nucléaire, d'un bunker, quoi. Ça, en fait, c'est dû à l'historique neutralité de la Suisse qui,
au cours des siècles, n'a jamais vraiment pris part aux conflits armés qui se sont déroulés sur le continent européen. Malgré cette historique neutralité, la Suisse a toujours voulu être prêt, a toujours voulu se protéger en cas d'escalade notamment nucléaire. Et le deuxième élément qui explique en fait le fait qu'il y ait des abris anti-atomiques dans chacun des immeubles d'habitation est dû à ce qui s'est passé pendant la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la guerre froide, je vous renvoie à vos cours d'histoire. Donc, pendant la guerre froide, la tension autour de la dissuasion nucléaire a atteint son paroxysme entre le bloc soviétique et le bloc américain. Donc, au cours de cette guerre, en fait, on ne savait pas vraiment à quel moment ça allait partir en couille. On ne savait pas. En fait, ça pouvait partir en couille à tout moment. Parce qu'en fait, les deux blocs étaient tellement sous tension qu'on se disait que du jour au lendemain, ça peut partir en guerre nucléaire complètement what the fuck. Donc, face à cela, la Suisse a entrepris à partir de 1960 des travaux de construction de bunkers de protection anti-nucléaire dans chacun des immeubles d'habitation. Donc, tous les immeubles d'habitation construits en Suisse à partir de 1960 sont obligatoirement dotés d'un abri anti-nucléaire, d'un bunker. Ces abris sont souvent inspectés par les autorités pour s'assurer qu'ils soient fonctionnels et normalement, les résidents ont l'obligation de mettre dans ces abris des stocks d'eau et des stocks de denrées alimentaires pour pouvoir tenir sur une certaine durée en cas d'urgence. Donc par exemple, s'il y a une attaque nucléaire demain et que la Suisse est, je dirais, sur le périmètre du champignon nucléaire, et bien tous les Suisses vont courir et tous les résidents suisses vont courir dans un bunker pour se réfugier, ils vont se fermer de l'intérieur. Et comme évidemment, ils n'auront pas accès à l'extérieur, il faut qu'ils aient des réserves alimentaires et des réserves en termes de boissons pour pouvoir tenir à l'intérieur en cas de besoin. Je dis normalement parce que pour avoir déjà rendu visite à certains amis, ils m'ont aussi parlé de ce truc d'avoir des bunkers, etc. Mais je ne suis pas sûr que tous les Suisses soient très stricts dans l'obligation qui leur est faite de tenir, en tout cas de mettre des denrées alimentaires dans ces bunkers. Moi-même, je n'ai jamais rien mis, ni une bouteille d'eau, ni un grain de riz dans ces bunkers. Donc, messieurs les autorités, je ne l'ai pas fait, mais là, je finis la vidéo, je vais le faire tout de suite parce que vraiment, c'est pas normal du tout. Je vais remplir, je vais mettre des burgers, je vais mettre du mafé, je vais mettre tout ce que vous voulez. Je vais mettre du bissap, on va se mettre bien en cas de guerre. Petit bissap, bissap à l'ail, bissap vanille. Non, blague à part, ça, c'est vraiment une autre anecdote que je trouve incroyable, à quel point le pays est en fait à cheval et en fait consciencieux au niveau de la protection de sa population civile. Ça, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment à mettre au crédit de ce pays. C'est à saluer. Boum, clap de fin. 10 anecdotes. Laquelle de ces anecdotes vous paraissent le plus what the fuck? Si vous avez d'autres anecdotes, d'autres faits totalement incroyables sur la Suisse, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je serais vraiment ravi de vous lire. Encore une fois, je le redis comme pour les précédentes vidéos, commentez toujours dans le respect des droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales, le respect des libertés des uns et des autres, etc. Parce que sinon, je n'hésiterai pas à sévir tel un dictateur de Nord. Voilà, vous avez compris. Je ne dis pas le mot pour ne pas être censuré par nos amis de YouTube. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je m'arrête là. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, les amis. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, passez un bon week-end, passez de bonnes vacances, passez un bel été. Ciao! Boum!